Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, une belle petite discussion avec Solid Mike, un nouvel ami à moi, qui n'était qu'une connaissance avant, mais que j'ai rencontré pendant mon petit séjour dans le sud de la France il y a pas si longtemps. Solid Mike est un youtubeur de musculation et de divertissement qui habite du coup en région marseillaise et avec lequel on a d'ailleurs tourné 2 vidéos qui sortiront sur nos 2 chaînes YouTube 2 jours après la sortie de ce podcast, qui sont très cool. Et du coup, dans ce petit épisode, à la suite d'un tournage qu'on a enregistré chez moi dans le sud, alors les conditions audiophoniques n'étaient pas parfaitement réunies, voilà, désolé, conditions de déplacement, on tape un petit peu du pied par pur enthousiasme, très certainement, donc voilà, la qualité n'est pas la plus pristine, la plus cristalline que tu n'aies jamais entendue, mais normalement ça s'écoute parfaitement et c'est tout à fait suffisant pour apprécier ce qu'on a raconté, en tout cas je l'espère. On va discuter du parcours de Michael, qui a commencé comme coach sportif avant de chercher à se libérer du salariat, comme il l'a dit, en commençant par devenir coach indépendant et à travailler pour lui-même, jusqu'à ce qu'il vive certaines ruptures émotionnelles qui l'ont vu remettre en question sa vision de sa vie et de son futur, ce qui lui a fait naître l'envie de se demander, tiens, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de me laisser une chance et de me lancer dans ce qui m'a toujours intrigué et attiré, la vidéo. On a passé du coup en revue son parcours, comment est-ce qu'il a gardé son travail pour pouvoir manger tout en se lançant sur YouTube à côté, jusqu'à finalement prendre un risque pour réussir à se consacrer entièrement à sa nouvelle passion. On a discuté de son processus de création et de travail qui est très différent du mien par exemple, et c'est très cool parce qu'avec chaque personne que je discute c'est toujours différent, c'est toujours extrêmement enrichissant d'apprendre et de voir qu'il y a juste tellement de façons de faire toutes les choses. Ou presque toutes, Bon, on a longuement parlé de la confiance en soi, de si lui, il a confiance en lui, d'où est-ce qu'elle est venue, cette confiance selon lui, comment est-ce qu'il l'a créée, comment est-ce qu'il l'a cultivée. On a discuté du rapport entre la confiance en soi et la condition physique, c'est-à-dire si t'es musclé par exemple, ainsi que du rapport entre la confiance en soi et le fait d'être musclé, et nos relations avec les autres, avec les femmes notamment. On a même parlé un petit peu de séduction, figure-toi. Waouh là là, mais qu'est-ce qu'on s'est chauffé. On a discuté ensuite de la musculation à l'adolescence. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça stoppe la croissance? Et il a apporté une réponse que je n'avais jamais entendue, que j'ai trouvée très intelligente et très intéressante. On a enchaîné ensuite sur la musculation, avec des conseils et des partages d'expériences sur comment mieux contrôler ses pulsions quand on a envie de manger encore et qu'on est par exemple en sèche, ou qu'on n'a juste pas envie de manger encore et de réussir à se contrôler un petit peu. Et on a terminé sur ses projets d'avenir à lui et sur une fin de discussion que j'ai trouvée très, très inspirante. Mike, tu vois, c'est le genre de mec qui respire le bonheur. C'est impressionnant. Ça émane de lui. En fait, il a une espèce d'aura. J'ai découvert ça quand j'ai assez vite remarqué ça quand je l'ai rencontré. On a passé une journée ensemble à tourner et le mec, il est juste heureux dans sa vie, tu vois. Et ça se voit et ça s'entend dans sa voix aussi. Et on a terminé du coup sur des petites paroles positives, de bonheur tout simplement. Moi j'ai trouvé ça très cool en tout cas. Voilà, j'espère que cette discussion te plaira. Sans transition, voici ma discussion avec Solid Mike. Solid Mike, Michael, bienvenue. Comment tu préfères que je t'appelle? Solid? Mikey? Ouais, c'est bien Mikey. Ouais, Mikey, t'aimes bien? Ouais, ça fait gentil. Il est très gentil. Mikey, mec, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Okay. Et merci aux auditeurs de bien vouloir nous dédier du temps pour nous écouter. J'essaie d'être présentable et correct dans mon lexique. Tu peux être toi-même, t'inquiète. C'est le but. Écoute, pour ceux qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors moi c'est Solid Mike, je suis un youtubeur fitness et musculation, un peu comme Eric Flag. Sauf que j'ai décidé d'être plus axé sur le divertissement plutôt que sur la technique, etc. Donc je vais proposer du contenu musculation, mais à côté j'aime bien la déconne, donc il y aura beaucoup de contenu divertissant comme on a tourné ensemble juste avant, où justement le but est de se divertir et de penser à autre chose. Voilà. Et de chiller un peu et... C'est ça, de lâcher prise. Lâcher prise. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'on est... il en faut pour tout. Tu vois, t'en as qui sont très techniques. Moi, je suis plus du côté technique dans mes vidéos de sport, c'est vrai. Et il y en a qui sont plus dans la rigolade. À la cool. Ouais. Et toi, comment t'as commencé, en fait, c'est que t'étais coach sportif
À la base, c'est ça, t'étais coach sportif avant de partir sur YouTube. Ouais, c'est ça en salle de musculation. Ouais. Donc, je donnais des cours de fitness. J'ai passé un BPJEPS AG2F mention forme pour donner les cours collectifs. Un BPJEPS AG2F mention force pour cette fois-ci donner des cours de musculation privés, tu vois, du coaching privé, quoi. Et bon, là-bas, j'étais beaucoup plus strict dans ma manière de faire. Tu vois, j'étais pas en mode déconne. Ouais. J'étais pas vraiment moi-même, j'étais beaucoup plus dans un aspect professionnel. Il faut que la boîte tourne, etc. Je travaillais pour un patron qui gérait sa salle de musculation. Ah oui, évidemment. Donc voilà, je travaillais pas pour moi-même et du coup, j'étais pas libre. Tu représentais pas ton image à toi. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais. J'étais pas encore libre, comme j'aime bien le dire. Moi, depuis que j'ai quitté le salariat, ben ça va beaucoup mieux dans ma vie. Du coup, si tu veux qu'on en parle un peu plus tard. Bah, comment ça s'est fait cette transition du coup? Parce que t'as fait tes études, tu t'es retrouvé à coacher dans une salle. Et ensuite, il y a eu un entre-deux où tu as transitionné vers YouTube ou d'un coup, ou comment t'es arrivé sur Internet? Alors, comment j'en suis arrivé là? J'étais en apprenti, en fait. Je comptais avoir un contrat salarial. Et en fait, à la suite de la fin de mon contrat, le patron, il m'a dit, bon, finalement, on n'a pas besoin de plus d'effectifs. Merci, au revoir. Tu vois. Ouais, d'accord. Alors que j'avais tout donné pour avoir un contrat, mais au final, je le remercie parce que si il se serait pas passé ça, j'aurais peut-être jamais commencé à faire ce que j'aime et j'aurais jamais tenté l'auto-entrepreneuriat. Donc ça a commencé à partir de là. J'étais maintenant en train de voler de mes propres ailes. Quel âge là, à ce moment-là? J'avais 21 ans. Okay, 21 ans. Ben, c'est là que tout a changé dans ma vie. J'ai pris un tournant vraiment radical, enfin émotionnellement comme professionnellement, tu vois. J'ai toujours été cadré, l'école, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et tout d'un coup, en fait, le fait d'être pas pris en tant que salarié dans cette salle où j'avais misé tout mon espoir, auto-entrepreneuriat. Ça a rompu, en fait, ton parcours tout tracé, et tu t'es retrouvé un peu avec plein d'options, en fait. J'étais plus un petit soldat, j'étais un électron libre, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, j'ai ouvert donc ma société, société. Je trouve que c'est un bien grand mot de dire société parce que le micro-entrepreneur, c'est à mon nom, je travaille pour moi et je propose mes services aux salles de musculation. Donc, je commençais à travailler pour moi, donc pour des salles. Donc, en réalité, s'ils me disent, tiens, est-ce que tu es dispo pour ce cours-là? Oui. J'y allais, je donne le cours. Mais il n'y avait aucun contrat. Il n'y avait rien de sûr. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ben, si j'avais pas d'appel de salle de musculation qui avait besoin de remplaçants, je travaillais pas et je gagnais pas rien. Mais ça a réussi à tenir pendant 2 ans. Ah, 2 ans, t'étais coach, du coup, officiellement, t'étais coach indépendant. J'étais remplaçant un peu partout. Ouais, d'accord. J'étais le coach remplaçant et les gens adoraient ça, en fait. Parce que quand tu es dans une salle et que les gens te revoient tout le temps, ils commencent par se lasser de toi en tant que coach parce que tu as toujours la même façon de faire. Alors, quand t'es remplaçant, c'est toujours des bonnes vibes. Tu vois, tu arrives, les gens, ils voient de la nouveauté, ils sont contents de te voir, ça fait un moment qu'ils t'ont pas vu. Ils se disent, ah, bonne surprise, c'est Mikey et tout, on commence le cours, nanana. Voilà, donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et en fait, comme je t'ai dit, j'ai eu un tournant un petit peu émotionnel qui m'a fait rompre avec, pas rompre totalement avec mes principes initiaux, mais si tu veux, j'ai changé de vision de voir les choses. C'est-à-dire que à la base, je voyais plutôt ma vie dans un petit cocon fermé, avec une femme, des enfants, etc. Ça, c'était avant ces 2 ans, ou c'est pendant ces 2 ans que tu as eu ces révélations? C'est pendant ce petit moment-là. J'avais pas Instagram, je traînais pas trop sur YouTube à cette période-là, même si j'avais traîné auparavant dans mon adolescence. Et le fait, en fait, d'avoir connu ces ruptures un petit peu émotionnelles, etc., ça m'a fait changer de vision. Je me suis dit, tiens, j'aime bien faire des vidéos. Je vais faire des vidéos sur YouTube et je vais parler d'un sujet qui me réussit plutôt bien, tu vois, un sujet, la musculation. Allez, on prend la musculation parce que je savais que j'avais les épaules et j'étais crédible pour pouvoir parler de quelque chose que j'ai l'habitude de faire. L'expérience en plus. Ouais. Voilà. Mais réellement, ben, comme tu peux le voir aujourd'hui, en fait, mon but c'était plutôt de faire de la vidéo parce que la vidéo m'amuse. La vidéo en tant que telle, quoi. Ouais. Le format lui-même faire déconner les gens, c'est incroyable. Tu reçois un message de quelqu'un, il te dit putain, tu me fais délirer. C'est trop gratifiant. Tu es là, tu lis ce message, ça te met du baume au cœur, t'es content. Tu vois. Et ben du coup, je me suis servi de ma passion pour la musculation pour pouvoir entrer dans ce monde de la vidéo. Et ce qui m'a mené aujourd'hui à faire musculation et divertissement. Ouais, et ça s'est fait progressivement. Tu continuais à coacher dans les salles
pendant que t'as lancé ta chaîne YouTube, parce que on est bien d'accord, Ouais. quand tu lances une chaîne YouTube, ça remplace pas ton travail niveau financier. Il y a une période de transition, clairement. Quand t'arrives à gagner ta vie en faisant des vidéos, il y a de toute façon une période. Je suis sécuritaire, hein. Ouais, je te rejoins sur ça. C'est que quand j'ai commencé YouTube, j'arrivais à sortir 3 vidéos par semaine, et en même temps, je faisais à peu près 20 heures de cours de fitness par semaine. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc là, ça a été les périodes les plus intenses de ma vie. Ah ouais, j'imagine bien. T'étais sur 2 fronts, t'avais 2 métiers en même temps, quoi. J'avais 2 métiers en même temps. Après, faire les vidéos, c'était du divertissement pur parce que j'en ai pas un avec les vidéos, mais ça me faisait délirer, ça me faisait triper, donc je le faisais. Et à côté, je faisais un travail fitness qui, à la base, me passionnait, mais je commençais à m'enlacer, tu sais, j'en avais un peu marre de faire des cours de fitness, avoir les rotules qui me font mal, le genou. Moi, c'était surtout les genoux. Donc tu sentais que ça usait ton corps, en fait. Je me disais, à 40 ans, je suis fini. Ouais, c'est à vrai. faire 20 heures de cours de fitness par semaine, c'est des impacts, c'est des sauts en hauteur. Parce que tu faisais des cours collectifs vraiment où t'étais devant les gens, Ouais. tu criais, allez hop, et tu sautais, et Ouais, tu faisais... tu veux que je te fasse ma voix de... Vas-y. Je vous ai dit, ok les amis, on se met en place, step touch. Et on commençait comme ça, et après sur la musique, 4, 3, 2, 1, et on change de mouvement. Putain, et je faisais ma voix, tu t'as sais. une vraie voix bien grave, bien animateur radio comme ça, podcast, ça fait très podcast ta voix là. Ça faisait très Ça fait américain. ça fait très voix off américaine, ouais. Ouais, non, c'est bien, ça doit être motivant, tu vois. En fait, ils kiffaient ce côté que d'un coup, quand je rentrais en cours, parce que je suis assez scolaire, tu vois, dans ma façon de faire, quand je rentrais en cours, j'étais plus le même personnage. Tu vois, d'un coup, je me tenais droit, j'avais la voix d'un homme alpha, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et il kiffait ce côté strict, parce que je pense que j'étais un des seuls coachs passionnés de musculation qui donnait des cours de fitness. Tu vois, c'était plutôt rare. Justement, j'avoue. En général, c'est des mecs qui aiment la danse, expression du corps, etc. Et là, t'avais un mec pur muscu qui rentre dans le fitness et qui te donne des cours de fitness, mais en mode militaire, tu vois. C'est droit, strict, les abdos gainés, la voix grave, le truc. Tu te différenciais pas mal, je pense. Ouais. C'est que les cours collectifs, pour moi, dans l'idée, c'est pas les passionnés de muscu, c'est pas les mecs bodybuildés, entre guillemets, pour stéréotyper le truc, qui font ces cours. C'est, y a pas mal, enfin, moi, j'ai l'impression que ces cours attirent pas mal les femmes aussi, en général. C'était des femmes. Et donc, c'est souvent des femmes qui suivent ces cours et, par extension, beaucoup de femmes qui les donnent également. Et ensuite, ça dépend. T'as différents cours. T'as les cours de cardio, t'as les cuisses abdos fessiers, t'as les body pump ou je sais pas quoi. Je sais pas, toi, tu donnais plein de trucs différents. C'est ça. Ouais. Ma spécialité, c'était les cours de renforcement musculaire. Ouais, comme bien tu sûr. l'as si bien dit, cuisses abdos fessiers, body pump. Ouais. Mais après, comme à côté, je faisais un petit peu des sports de combat, je donnais les airbox. Tu sais, quand tu boxes dans le vide. Ouais. Et tout ça en musique, etc. Donc ça, c'était plaisant, mais très, très fatigant. C'est marrant, je te vois pas. Tu me vois pas? Non, je te J'ai des vois. vidéos, si tu Ouais, veux. j'imagine bien. Je te vois très bien comme youtubeur, tu vois. C'est comme ça que je t'ai connu. Et du coup, en mode un peu plus sérieux, un peu plus à faire du shadowboxing sur de la musique. Je t'avoue que ouais, c'est marrant. Je faisais du step aussi. Ouais, tu un faisais peu du plus step. à mon image actuelle. Ah putain, ouais, c'est marrant. Et progressivement, du coup, t'as diminué les cours collectifs parce que ça marchait de mieux en mieux sur les vidéos, ou c'était plus définitif et sec. J'ai pris un comme ça. petit risque. Ouais, c'est vrai. J'ai pris un petit risque, c'est-à-dire que je faisais les cours de fitness et il y a un moment où je gagnais pas suffisamment pour vivre grâce à YouTube. Tu vois, je me faisais à peu près 900 € par mois. Et j'ai pris quand même la décision d'arrêter les cours de fitness pour me consacrer uniquement à YouTube. Tu vois. Et donc, quand j'ai arrêté les cours de fitness, petit à petit, j'acceptais un cours par-ci, un cours par-là, parce que je voulais pas faire une transition directe et dire aux salles, non, je viens plus, j'arrête, je fais YouTube, parce que je pensais qu'ils allaient me juger, tu vois, de dire, ouais, regarde, il croit qu'il va pouvoir vivre de ça, mais il est fou, tu vois. Je voulais pas avoir ce jugement, je voulais pas être confronté à ce genre de jugement, donc je le faisais graduellement. C'est bien. Ouais. Et finalement, au bout de 2 mois sur YouTube pur et dur, sans avoir été dans une salle de musculation, ben, j'ai réussi à me traîner un salaire quand même de 2000 € environ par mois. Je dis les chiffres parce que ça parle mieux aux gens. Tu dis les chiffres. Je sais pas si j'ai le droit, mais mec, c'est ton argent. Ouais. Je sais qu'en France, la culture de l'argent, c'est pas toujours le truc C'est le plus tabou, open, hein. c'est un peu tabou.
Enfin, moi, je viens de Suisse, c'est pas du tout la même, c'est pas la même façon de penser autour de ça. Moi, j'ai aucun problème. Donc, si t'as envie de dire l'argent, tu dis. Si tu demandes, moi, je demande pas, je demande à personne, tu vois. Mais c'est intéressant aussi de voir ce que tu peux faire. Et puis je comprends que t'avais pas envie de fermer les opportunités des salles parce qu'on sait jamais, hein. Tu prends un risque, un risque c'est risqué, c'est-à-dire que ça peut ne pas marcher. Et si tu dois revenir toquer à la porte de celle que t'as claquée, entre guillemets, il pourrait te dire, non, t'as voulu faire ton truc, maintenant on ne veut plus, t'as voulu faire le mec, t'es parti d'un coup. C'est vrai que, c'était un risque, mais t'as quand même essayé de le mesurer, tu t'es pas lancé, à partir de rien. J'ai pas pris, on va dire que j'ai pris des risques, mais j'ai pris mes précautions aussi. Bah oui, parce que tu t'es pas lancé à partir de zéro. T'avais déjà un petit revenu, t'avais déjà une communauté, t'avais déjà lancé le truc. Et puis le fait de diminuer, ça veut dire que t'avais aussi plus de temps à injecter dans YouTube et que ça permettait de faire monter la machine plus rapidement aussi. C'est pour ça qu'en quelques mois, t'as pas mal augmenté derrière. En parlant de ça, tu vois, de la notion de prise de risque et des personnes qui t'entourent et qui vont te juger. Ouais. Quand j'ai commencé YouTube, je le répète souvent, hein, mais j'avais peur de dire mon rêve c'est d'exploser sur YouTube et de vivre de YouTube. Donc qu'est-ce que je disais aux gens pour qu'ils comprennent mieux? Je leur disais, en faisant YouTube, je vais augmenter mon répertoire client et donc je vais pouvoir accentuer améliorer mes conditions de vie en ayant plus de clients qui m'appellent pour mon coaching. Donc les gens comprenaient mieux que je me lance sur YouTube pour agrandir mon répertoire client. Parce que je savais que si j'allais dire je vais exploser sur YouTube et je vais vivre de ça, tout le monde allait me prendre pour un fou et tout le monde allait me dire non mais tu rêves, il y a trop de concurrence, etc., etc. Bref, les phrases qu'on nous dit pour notre bien en réalité, parce que c'est vrai que c'est rare de percer et qui peuvent te démotiver et t'empêcher d'arriver à ce que tu veux. C'est marrant parce que tu dis ça et moi je pensais, tu vois, avant que tu me dises ça, je pensais réellement que c'était pour ça que tu avais commencé les vidéos, parce que je t'avais entendu dire quelque part, moi si j'ai commencé les vidéos c'est parce que je suis coach sportif et c'était pour promouvoir mes services de coach sportif, alors que il y avait sûrement un peu de ça aussi, mais que tu voulais faire J'avais YouTube. honte. T'avais honte. J'avais honte de le dire. T'avais honte t'avais aussi peur, je pense, de la réaction des gens. Jugement. Tu leur dis je veux devenir une star sur YouTube. Soit tu vas tomber sur des gens qui vont juste te ridiculiser entre guillemets, soit peut-être tu vas tomber sur les membres de ta famille qui, comme tu l'as dit, ils veulent te protéger, ils te disent ça pour ton bien, garde les pieds sur terre, c'est pas réaliste, il y a très peu de chances que ça marche, et du coup tu t'es protégé un peu de... Mais tu vois, en fait, je sais à qui le dire aussi, tu vois. Par exemple, je sais que mon père, lui, il m'encourage. Tu vois, le deal en fait avec mon père, c'était passe le bac général et après tu fais ce que tu veux. Okay. Pour lui, c'était ça. Il m'a dit, moi, je veux au moins que mon fils il ait son bac général ce soit clair. et après tu fais ce que tu veux. Tu vois. Donc j'ai fait ça, je lui ai fait honneur, j'ai passé mon bac, mention assez bien, attention. Ouais. Et après, voilà, quand il a vu que j'étais sur YouTube, etc., il m'a pas jugé, il a rien dit. Et après, j'ai commencé à lui dire, je vais investir tant d'argent dans un nouvel ordinateur, je vais acheter ça. Il m'a dit, mais si c'est pour justement développer ton truc, ne compte pas l'argent, investis. Quand c'est un investissement, on doit pas compter. C'est pas une dépense, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas une dépense, c'est un investissement, donc ne compte pas. Et donc, quand j'ai acheté mon MacBook qui coûtait 2400 €, ouais, quand même. Il y a tout le monde dans la salle qui m'ont fait comme ça, tu vois. Ouais. Ils ont fait les gros yeux. Claque deux salaires dans un ordi, ça y est. Ils m'ont dit, mais tu es devenu fou, quoi. Tu as mis 2004 dans un ordinateur. Et j'ai dit, non, mais t'inquiète, franchement, là, je suis sûr de moi, ça va le faire. Et ils te les ont bien rendus au final. Ils me les ont bien rendus. Ouais. Grave. L'investissement a été... Ouais, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre, moi, ça, hein, quand j'ai commencé les vidéos. J'avais un micro parce que je savais que c'était important. Mais je me suis traîné un vieil ordi bidon, j'ai fait mes montages sur des trucs qui fonctionnaient pas pendant trop longtemps, par peur de dépenser, alors qu'en fait, j'avais les moyens d'investir, et ça me les aurait rendus bien plus vite. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça aussi. Ouais, ok. Et là, du coup, là, aujourd'hui, t'as 26 ans, c'est ça? 26, ouais. Donc ça fait 4 ans, 3-4 ans que tu fais des vidéos? Non, un peu moins. 3 ans, ouais. 3 ans. 3 ans et quelques mois. 3 ans et quelques mois, ouais. Et c'est un truc qui m'interpelle et qui est marrant, c'est que
ton processus de création, ta façon de faire les vidéos et ta fréquence de vidéos, etc., sont différentes de la mienne, typiquement. Presque opposées, même. Tu fais... Disons-le nous. Ouais, carrément. Et je trouve ça fascinant parce que c'est ça que j'adore dans ce milieu. C'est que tout le monde, il est arrivé sur Internet comme ça, un peu par hasard. Tu vois, il n'y a pas d'école de commerce, d'Internet, où tout le monde, il sort de l'école et il se retrouve au même endroit. Du coup, tout le monde arrive d'une façon différente. Tout le monde fait les choses à sa manière parce qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Et comment est-ce que toi, tu vois ton processus de création? Par exemple, comment est-ce que de l'idée d'une vidéo jusqu'à le bouton publier, entre guillemets, c'est quoi les étapes pour toi? Alors, pour moi, je considère que si j'attends d'avoir un produit fini à 100%, qui me convienne à 100%, je la mettrai jamais en ligne. Donc, des fois, je vais, on va dire, accélérer le pas parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais jamais avancer. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a tourné la vidéo ensemble du micro-trottoir, tu vois. Et moi, quand ça traîne, au bout d'un moment, bam, je me jette à l'eau et j'envoie. Et ça s'arrête plus. Et t'enchaînes. Et t'as bien vu comment ça s'est plus arrêté du moment où on a commencé à activer la caméra, à quel point ça s'est enchaîné rapidement. Ah, il y avait pas le temps de faire deux prises. On n'a pas fait une seule fois. Ah ouais. Non, mais on m'avait dit, parce que j'ai déjà parlé avec Thomas ou je sais plus d'autres personnes qui m'ont dit tu verras qu'avec Solid Mic on perd pas de time, c'est vraiment ça enchaîne, on fait ça va vite, c'est efficace. Un peu hyperactif sur les bords. Ouais, tu crois? Un peu, ouais, un tout petit peu. Bon, je pense que j'arrive à maîtriser ça, tu vois, mais j'ai toujours besoin d'avancer, de produire. Comme on le disait tout à l'heure, si je lance une vidéo qu'elle bide, je vais plutôt me concentrer sur une prochaine vidéo que de chercher à faire en sorte que cette vidéo qui vient de bider augmente de vues. Donc tu regardes toujours de l'avant et puis c'est ça. J'essaie de pas regarder. De toute façon, c'est trop. Ça nous rend mélancolique de penser au passé, tu vois. Ça nous rend pas. Ça nous met dans un mauvais état et c'est inutile. Le seul moment qu'on peut vivre, c'est le moment présent, tu vois, et anticiper le futur. Tout ce qui est en arrière, ça sert plus à rien de le. Bon, bref. Après, je dis pas que un jour je serai amené à modifier une miniature comme on a dit pour que ça augmente les vues, mais ça c'est encore d'autres techniques. Mais on va dire que pour ma santé mentale, c'est mieux pour moi de continuer à avancer plutôt que de rester à l'endroit où je suis ou penser au passé. Donc t'as l'impression que tu dois toujours être un peu en mouvement, qu'il y a toujours toi tu bosses sur plusieurs vidéos en même temps, t'es sur plein de trucs, parce que j'ai l'impression que tu l'as mentionné rapidement avant, que t'avais plusieurs vidéos d'avance ou je sais pas exactement là quoi. J'ai à peu près 8 vidéos qui sont prêtes, qui sont pas postées. 8 vidéos. Je pense jamais dans ma vie ça m'arrivera d'avoir 8 vidéos. Une fois j'en ai eu genre une ou deux, tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup comment tu gères ta publication à partir de là? En fait, il y a beaucoup de feats. Ouais. Moi, je considère qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je m'enrichis, tu vois, je m'enrichis énormément, j'apprends, et là, comme il y a beaucoup de feats, si tu veux, j'attends que la personne en question avec qui j'ai fait le feat publie sa vidéo dans laquelle j'apparais pour poster la mienne en même temps, tu vois. C'est une stratégie. C'est bonne idée, c'est mieux. C'est mieux, comme ça, on fait la connexion bien comme il faut, etc. C'est clair. Et puis, c'est rentable pour les deux parties, donc, vaut mieux le faire comme ça, et ça arrange tout le monde. Donc là, il y a à peu près 4 vidéos qui sont en feat, donc j'attends Ah ouais, d'accord, elles sont en attente, ouais. Et il y a d'autres vidéos où je suis seul, mais comme j'avais beaucoup de tournages enchaînés, je savais pas à quel moment je devais les envoyer, tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, je vais laisser passer mai, je vais faire un maximum de tournages, et en juin, quand les salles vont réouvrir, je vais être omniprésent sur les réseaux pour essayer de faire quelque chose de bien. Ouais, ok. Et les montages de tes vidéos, tu les fais tout seul? Tout seul. Depuis le début, toujours. Ouais, ça te paraît être un peu fou, mais il m'arrive même parfois de tourner seul un micro-trottoir. C'est-à-dire que je prends mon trépied, je le pose, les filles bougez pas, je vous cadre, j'active la caméra, je me mets à côté d'elles, je les interroge. Pardon. T'es chaud. Enfin, moi tu vois, moi je fais des vidéos, je fais des montages aussi, je sais que ça prend un temps, ça peut consumer une partie de temps extraordinaire. Même toi en allant vite, alors tu vas vite du coup, mais t'en fais trois fois plus. Comment t'arrives à ça va? T'as l'impression de travailler beaucoup? J'ai pas l'impression de travailler en fait, c'est ça le truc. Ouais, j'ai tellement trimé à la salle que qu'en comparaison c'est trop fun en fait de faire tout ça, tu vois. Après oui, il y a des vidéos qui sont moins amusantes à monter, etc. Mais il y a toujours moyen de bidouiller, tu vois, pour t'amuser. Et mais ouais, non, par comparer, j'ai juste à penser un petit à 2 ans, 3 ans en arrière.
quand je commençais à peine YouTube et que je devais travailler à côté, c'était vraiment terrible. Ou même quand j'étais en apprentissage, c'était tu fais le ménage tous les jours à l'ouverture de la salle, 8h. Tu fais le ménage à 22h à la fermeture, donc tu dépassais d'1 heure. Vraiment, j'ai fait le lèche-bot au maximum pour être employé. Tu vois, j'ai tout fait pour être employé dans cette structure. Et à la fin, ils m'ont dit non et ils m'ont rendu le plus gros service. Ouais, parce qu'au final, en plus, ça a accentué encore plus cette idée que tu avais peut-être que dans ce milieu-là, en fait, rien nous est dû. Tu t'as beau faire de la lèche pendant longtemps, ça se trouve, t'auras rien à la fin. Alors que, à comparaison de ce que tu fais, quand tu travailles beaucoup, tu fais tes montages, mais tu vois le résultat. Quand tu sors une vidéo, tu sais c'est toi qui l'as fait, t'es fier, tu sais que ça va marcher, que t'avances, quoi. Et que tout ce que tu fais, tu vois l'impact et la reconnaissance. Surtout que c'est pas le même type de relationnel, tu vois. Là, par exemple, on fait un feat ensemble, c'est du relationnel aussi, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. C'est du relationnel, mais à la fin, on va se checker, on va être potes, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. D'ailleurs, ça fait plaisir de te rencontrer en vrai, tu vois, parce que franchement, grave. C'était la première fois et je savais que ça allait pas tarder. Et on s'est mangé une glace, les gars. Ah ouais, on s'est fait une petite glace. Les abdos, ils ont disparu, là. On a fait une petite glace, petit repas et tout. Puis on va filmer aussi une vidéo pour ma chaîne le week-end prochain. Donc ça arrivera. Du coup, les 2 vidéos arriveront en même temps, quand la mienne sera terminée et prête, j'imagine. Fin du mois de juin, probablement. Mais ouais, c'était cool. On va se castagne, là. Ouais, on va aller se taper un peu dessus, là. Donc n'oubliez pas d'aller sur YouTube et de bien regarder notre cher ami Eric en train de se bagarrer. Ouais, je vais me bagarrer. Ça, c'est vraiment pas un truc que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Donc, même moi, j'appréhende un petit peu de voir. Mais je suis curieux d'apprendre un petit peu et que tu puisses m'enseigner un petit peu. Non, c'est bien que tu sois encadré avec moi parce que je suis pas. Tu vois, il y a des personnes avec qui tu t'entraînes qu'eux, ils vont te dégommer pour te dire tiens, c'est ça le MMA. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis plus dans l'aspect pédagogique. Bon, sûrement parce que j'ai été coach sportif, aussi, etc. Ouais. Mais tu vas voir que on va se bagarrer, mais en douceur. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Moi, j'ai besoin d'un professeur. J'aime bien les professeurs qui cadrent un petit peu. C'est mieux. Et de toute façon, les pros, quand tu tournes avec un pro dans un club de MMA, quelqu'un qui fait vraiment des combats à la dure et qu'ils y vont pour en découdre et pour exterminer leur adversaire, quand tu tournes avec eux, à la fin de ton combat, t'as mal nulle part. Ouais. Tu vois? Okay. Alors que quand tu boxes contre un pote à toi ou quelqu'un qui vient d'arriver au club, tu ressors de la salle, t'as des bleus sur les jambes, t'as une douleur au niveau du tendon, etc. parce qu'il y a des clés de soumission. Donc, vaut mieux tourner avec quelqu'un qui a de l'expérience, etc. que de tourner avec quelqu'un qui vient soit pour déconner ou soit pour... mais je me réjouis de faire ça. Et pour rebondir un peu encore sur ta chaîne, du coup, t'as pas mal de concepts, comme tu l'as dit. T'as des concepts un peu plus divertissement, comme des micro-trottoirs, comme ce qu'on a fait ce matin. T'as des vidéos bien plus techniques et poussées sur la musculation, sur la nutrition. T'as différentes expériences aussi que tu fais sur toi-même et que tu partages. Parmi tous ces concepts, toi, tu les estimes un petit peu tous amusants pour toi, équivalents? Est-ce que tu as l'impression que tu te diriges plus dans un domaine que l'autre à moyen terme comme ça? Ou est-ce que tu vas continuer à faire un mix un petit peu en fonction de ce qui te... En fait, c'est selon les saisons. Ouais. Je suis réglé aux saisons. C'est-à-dire qu'en été, je vais plutôt faire des micro-trottoirs amusants parce que le temps s'y prête. Et je sais pas, je sens qu'il y a une bonne énergie à sortir et à parler avec les gens, etc. Alors qu'en hiver, je vais plutôt exprimer mon art, tu sais. Le côté... J'aime bien être poétique, transmettre des émotions. Et notamment dans des vidéos basées un peu plus sur le développement personnel. Ça m'étonnerait que tu les aies vues. Si, j'en ai vu plusieurs. J'ai bien aimé, Matrixed, la dernière. Blessed et la dernière. La dernière. Voilà. Cette vidéo-là, j'ai bien aimé. Parce que là, c'était plus du style de podcast, en fait. Ça ressemble à un podcast parce que souvent, tu mets des voix off. Et puis c'est plus, c'est moins, on n'est plus dans le micro-trottoir fun, c'est un autre thème, quoi. Là, c'est un peu la profondeur de l'âme, tu sais, mais c'est pas forcément positif, tu vois. Ouais. Moi, je considère que c'est un peu plus sombre, c'est un aspect plus sombre de ma personnalité, parce que je parle de mes travers, de ce qui me dérange, etc. Et, spleen. Ouais. Spleen. Ouais, le spleen. Ouais. Mais, là, c'est plus artistique, on va dire. Je vais mettre des images, je vais essayer de faire comprendre un message implicite. C'est beaucoup plus recherché, on va dire, que... Ouais, c'est encore un sujet différent. C'est cool de toucher à tout comme ça
ça te rend complet dans beaucoup de choses au final. Un petit, on parle de développement personnel du coup. Je vais te poser une question qu'on me pose souvent, que beaucoup de gens se posent, etc. Vis-à-vis de la confiance en soi. Est-ce que toi là aujourd'hui t'as l'impression que t'as confiance en toi? Totalement. Ouais. Tu te sens full confiance? Je me sens complet en fait. Et tu penses que ça vient d'où, cette confiance en toi? Je pense que ce qui m'a débloqué le plus, c'est mon travail en fait de coach sportif en salle. C'est surtout quand le patron en fait de la salle, il manquait d'effectifs. Il a commencé à dire tu vas faire des cours fitness alors que j'étais un simple stagiaire en musculation à la base. Donc il m'a envoyé au casse-pipe, genre allez tiens fais le cours de body pump. Je dis mais je connais pas les musiques, les temps, etc. Rien à foutre, vas-y. Je suis allé devant la scène, une vingtaine de personnes. Ça va être intimidant. Et tu vois, en fait ça m'a permis de casser, de rompre avec cette timidité. À la base, j'allais dans un plateau de musculation et je disais bonjour. Et j'osais pas aller voir les gens et leur dire tiens le mouvement tu le fais mal, etc. Parce que j'aurais eu peur qu'ils prennent ça pour de la prétention ou que j'essaie de les rabaisser, etc. Donc j'osais même pas aller voir les gens et leur dire bonjour. Je voulais absolument avoir un t-shirt avec écrit coach dessus. Ouais, pour que tu sois... Pour qu'ils comprennent que je suis là pour les aider. Ouais. Tu captes? Ouais. Et surtout qu'on était dans les quartiers nord de Marseille, une petite salle de quartier. C'est compliqué, tu vois, tu arrives avec un t-shirt noir lambda et tu dis bonjour, ton mouvement tu le fais mal, tu sais pas trop comment leur dire. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai été à la bonne école, tu vois, on m'expliquait, si tu vas devant une personne, tu lui parles avec une bonne intonation, un beau sourire, crois-moi qu'il va pas te rembarrer parce que tu lui as donné un conseil en musculation. Le plus important, ça reste de rester souriant et courtois avec la personne avec qui tu parles. Et tu penses que c'est le fait d'avoir été jeté comme ça dans la fosse au lion qui t'a forcé à prendre confiance? C'est ça? J'aurais pas trouvé mieux quoi. Ouais, attends, tu vois, moi tu me demandes là demain d'aller à l'improviste de faire un cours sportif un cours collectif devant 20 personnes. Je vais faire semblant, je vais me rappeler que je fais des vidéos où j'apprends aux gens, je pense que je pourrais m'en sortir, mais ça me ferait peur, tu vois, ça me fait peur parce que c'est inconfortable, je l'ai jamais fait, parce que t'as peur de pas savoir dire ou faire les choses. Et quand tu le fais, quand t'es jeté dedans et que tu te rends compte que t'y arrives, je suppose que ça n'a pas été un échec monumental du coup. Non, ça va. Ouais. Je me suis cassé la gueule, mais non, j'ai trébuché. J'ai bien glissé fort là. Ouais, moi je pense que tu t'en sortirais facile, tu vois. Ouais. Même si tu n'as pas l'habitude de le faire. Après, il faut contextualiser. Sorti d'un cursus scolaire vraiment général, bac général où t'es là devant ton cahier, tu vois, tu as rien à faire que de temps en temps répondre à la prof quand elle te parle ou quand elle te fait passer au tableau. Et surtout, quand je passais au tableau, je devenais rouge à l'école. Vraiment, j'étais fort pour rigoler entre collègues à la récré, etc. Mais quand j'étais mélangé le contexte des camarades de classe plus le prof qui m'observe et moi au tableau, c'était impossible. Quand tout le monde te regarde et t'écoute parler... Des fois, j'avais du mal à respirer tellement. Ouais, c'est vrai. J'entendais ma respiration quand je la reprenais. Et tu vois, c'est vraiment totalement l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus tu interpelles beaucoup de gens dans tes vidéos. T'es pas du tout seul dans ta chambre toute la journée. Quand tu parles à la caméra, quand t'es seul à parler à la caméra, est-ce que t'avais ou tu as eu cette notion de trac, de devenir tout rouge, ou pour toi c'est beaucoup plus facile de parler devant une caméra que de parler devant des vraies personnes? C'est pas la même sensation. Aucun trac, mais naturel zéro. Tu vois, je regardais la caméra et je dis mais je suis en train de parler à un bout de fer, ou je sais pas quoi trop quoi, un bout de verre là. Un bout de verre. Je le regarde comme ça et je me dis c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Ça se trouve la vidéo, il y a personne qui va la regarder, tu vois. Donc je me sentais pas légitime de regarder la caméra et de lui parler, tu vois. Parce que j'avais l'impression que derrière il y avait personne qui allait la regarder. Donc et ça, c'est vrai qu'au plus on monte, au plus on est vu par de nombreuses personnes et au plus on prend confiance en ce qu'on fait. Par exemple, le micro-trottoir, au début, j'avais 1000 abonnés. J'ai fait un premier micro-trottoir avec un pote. Et je me sentais pas légitime de dire je vous pose une question pour YouTube, je suis youtubeur. Tu vois? J'osais pas trop, donc c'était plus compliqué. Et surtout qu'à l'époque, c'était plutôt rare les gens qui allaient dans la rue pour questionner. Tu vois, c'était il y a 3 ans en arrière. Donc aller questionner des gens dans la rue pour YouTube, c'était pas quelque chose de courant, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as TikTok, il y a plein de gens qui sont sur les réseaux, qui veulent percer, donc c'est beaucoup plus courant. Et ce qui est marrant, en fait, dans ce que tu racontes, moi ça me parle, et c'est comme ça que je le vois aussi, c'est qu'en fait tu dis que tu te sentais un peu illégitime au début, que en fait
pour avoir la confiance d'être youtubeur, il fallait quand même... en fait, il fallait avoir fait la chose pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est le fait de te lancer dedans avec ce sentiment d'imposture un petit peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, pour avoir la confiance dans quelque chose, il faut absolument se lancer dans la chose sans la confiance pour trouver la confiance dedans. C'est le fait de t'épanouir et de t'améliorer et de progresser dans cette chose dans laquelle t'as pas confiance qui va en fait faire naître, parce qu'aujourd'hui t'as la confiance dans ce que tu fais, alors qu'au début t'étais pas sûr, Comme on disait, un diplôme c'est bien, mais il faut multiplier les expériences pour se sentir légitime. Et d'ailleurs, toi, c'était impressionnant quand même parce que c'était ton premier micro-trottoir et tu t'en es bien sorti. Ouais, tu trouves? Moi, justement, j'étais un peu... je sais pas... Tu t'es pas trop sûr de toi? Je suis pas sûr de moi. Tu verras sur le rendu vidéo que tu vas bien non, sortir. j'étais pas trop sûr. Moi, j'ai peu l'habitude de jouer des rôles, de faire de la comédie dans mes vidéos. Mais du coup, je voyais ça comme un challenge. Quand tu m'as dit, ouais, Eric, je suis chaud, on peut se faire un micro-trottoir et tout, je me suis dit, c'est vraiment pas le genre de contenu que je fais normalement. Pas parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je suis pas sûr que je me sentirais à l'aise en le faisant. Et ensuite, je me suis dit, bon, les couilles, ça va être marrant. Et ça va être l'occasion de tester un truc où je me mets un peu plus en scène et ça va être marrant. Et en plus, c'est une vidéo sur ta chaîne et je me dis, c'est cool parce que comme ça, en plus, c'est toi qui vas gérer forcément, quand tu fais un feed sur la chaîne de quelqu'un d'autre, l'avantage, c'est que tu viens, t'es toi-même. Et ça nous change, tu vois, de pas avoir à faire le montage de la vidéo, etc. Je me dis, ok, c'est cool, une vidéo chill. C'est vraiment avantageux, tu vois, de traîner avec des personnes qui ont cette notion de développement personnel, tu vois, parce que il y a beaucoup de youtubeurs à qui je vais proposer des petits challenges comme ça, et comme ils sortent de leur zone de confort, ils vont refuser, tu vois, justement, parce qu'ils craignent, justement, pour leur image, etc. Pour leur image, tu penses, ouais. Après, peut-être ils ont peut-être aussi un manque de courage, parce que je peux comprendre que c'est difficile. Couilles, en vrai, parce que là, on est arrivé. Enfin, toi, t'as l'habitude. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'aller parler à des filles que je connais pas et tout. Là, il y avait un petit peu l'excuse de salut, on est youtubeur, on filme. Donc moi, en fait, pour moi, c'était plus facile d'être à l'aise. Professionnel. Ouais, c'était plus facile d'être à l'aise en mode, je travaille, on a une bonne excuse. Parce que pour moi, c'était plus facile d'aller parler à une fille et de lui dire salut, est-ce que je peux faire une vidéo avec toi, plutôt que de lui dire salut, comment ça va, et de l'aborder, entre guillemets, tu vois. Parce qu'aborder des filles, je le fais jamais. Ouais, c'est plus compliqué, c'est vrai. S'il n'y a pas le contexte de la vidéo, c'est pas pareil. Tu le sens, toi, quand tu abordes des filles ou quoi, en contexte de vidéo ou pas? Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus la confiance à parler avec les filles en vidéo, quand tu filmes une vidéo? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu sens une différence dans la relation avec les filles? C'est pareil parce qu'en fait, quand j'aborde une fille, il faut qu'il y ait un contexte. Ouais. Voilà, j'aborde jamais une fille dans la rue juste parce que je l'ai trouvée jolie. Ouais, ça n'existe pas chez moi. Pareil. Je sais pas pourquoi, je sens pas le truc. Comme pour moi, ouais. Et il faut absolument qu'il y ait un petit contexte, une petite ouverture, quelque chose, un truc qui me permette de lui parler si jamais ça se présente à moi. Tu vois. Mais aller badiner comme ça, demander à une fille son Instagram ou son numéro parce que je l'ai trouvée simplement jolie, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ça serait un challenge à relever, par contre, tu vois. Ouais, justement, moi je trouve que c'est un vrai challenge. Maintenant que je suis, tu vois, un peu plus fraîchement célibataire, je suis un peu plus en mode, il faudrait, parce que moi j'estime avoir confiance en moi aussi dans beaucoup de choses, mais dans mes rapports avec les filles, en fait, vu que ma confiance a beaucoup grandi ces dernières années avec YouTube, avec mon travail, avec moi qui m'évolue là-dedans, et que j'étais en couple tout le long, ça m'a pas permis de tester cette confiance dans un contexte plus, tu vois, relationnel avec les filles. C'est un mal pour un bien, comme toujours. J'ai l'impression de pas avoir d'expérience là et qu'il y a un nouveau terrain à découvrir de trucs difficiles à faire, parce que j'ai assez confiance en moi, mais pour aller parler à une fille dans la rue et tout, ça demande quand même quelque chose que j'ai pas beaucoup entraîné. Je pense que pour aborder, il faudrait quand même un eye contact, comme ils appellent ça. Il faut quelque chose. Les pros en séduction, ils te disent, il te faut au moins 2 ou 3 regards, et au bout du 3e, tu sais que tu peux au moins aller lui parler pour lui demander si elle était d'accord pour te donner. Je pense que le mieux, c'est de prendre le Snapchat. Dans un premier temps. C'est plus light. Je pense que c'est le réseau qui je pense que ça fait moins peur. Ça dépend de l'endroit, parce qu'en Suisse, je te demanderais pas trop le Snapchat parce que j'ai l'impression que c'est plus populaire par ici. Et peut-être ça dépend. Genre Twitter, je pense que tu demandes jamais le Twitter. Mais Twitter, ce sera encore plus light en mode. Twitter. Twitter, c'est notre histoire. Instagram, ça passe tout aussi bien que Snap. Ouais, Instagram, c'est assez classique. Tout aussi bien. Ouais. Je pense que si la meuf elle veut du sérieux, ce sera Insta. Si elle veut pas du sérieux, c'est Snapchat. Ça envoie du signal tout de suite.
avec lequel réseau t'arrives à obtenir. Ouais. Tu me donnes ton Snap ou ton Insta, et suivant ce qu'elle te répond, tu sais Tu exactement sais tout ce de qu'elle suite veut. ce qui va se passer. Et le rôle de ton corps dans tout ça. Parce que tu vois, Michael, c'est un Mikey, c'est un bon bonhomme. Hein, il est pas coach sportif pour rien. Il a des gros bras, des grosses cuisses. Il est bien, le mec, c'est un bœuf, quoi. Et Merci. donc t'as un gros physique, t'as un physique solide, j'aurais envie de dire. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu un rôle là-dedans, dans ta confiance en toi? Et tu vois, le développement de ton corps vis-à-vis de ça, parce que attends, toi t'étais coach sportif, mais je suppose que t'étais déjà genre balèze quand t'étais coach avant Ouais. d'être Ouais. En fait, quand tu as un physique, pour moi, je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Quand tu as un bon physique, personnellement, ça m'a permis de ne plus avoir à prouver. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un de nature gentil, comme tu as pu l'observer. J'ose pas trop dire non, etc. Et quand j'étais plus fin, j'avais besoin d'être 2 fois plus agressif pour être respecté. D'accord. Surtout dans l'environnement où j'ai grandi, etc. Donc le fait d'être costaud, en réalité, tu as moins de chances d'être pris pour un imbécile. Mhm. Tu sais, parce qu'il y a cette barrière physique qui empêche les gens de vouloir s'attaquer à toi et plutôt privilégier les proies faciles. D'accord, ouais. Voilà, donc le fait d'être plus costaud, ça m'a permis de justement faire sauter des filtres, tu sais, social, comme par exemple, c'est triste à dire, tu vois, mais être grand de taille, par exemple, être plus grand qu'une fille déjà, c'est beaucoup plus facile pour l'aborder. Tu vois, elle va être un peu plus intimidée, du coup, ça va te permettre d'un peu plus... Une position plus dominante. Ouais, c'est plus je sais pas le dire. Ouais, dominante dans le sens où tu préfères... Tu es plus imposant physiquement, Voilà. et donc on te respecte plus facilement. Ou même dans la rue, quand tu vas traîner tout seul, tu n'as aucun souci. Alors que les femmes, c'est triste que ce soit encore comme ça, mais une femme qui se balade seule à Marseille pendant la nuit, t'as une chance sur 10 qu'elle fasse son trajet sans qu'aucun garçon ne la siffle ou... C'est fou quand même, hein. Tu vois? Ouais. Après, il y a des façons d'aborder une femme. C'est bien si elle se fait aborder d'une façon simple. Tu vois, moi, je pense, toi et moi, on a justement ce retrait-là aussi de se dire, il faut pas la brusquer parce qu'elle doit subir ça tout le temps. Mais oui, voilà, un homme grand de taille, costaud, il peut se balader dans la rue à n'importe quelle heure, il lui arrivera rien. Tu vois, s'il lui arrive quelque chose, ça sera une fois par an. Mais oui, le fait d'être physiquement plus costaud que la moyenne et plus grand, ça permet vraiment de prendre confiance en soi et de voir qu'on est plus en sécurité. Et vu qu'on peut pas changer sa taille, on se concentre sur devenir costaud, quoi. Mais clairement, moi je comprends tout à fait de vouloir être vraiment très imposant quand on est plus petit que la moyenne. C'est normal, et franchement, on va dire que on veut toujours privilégier l'intelligence, etc. Mais on reste quand même bloqué dans notre corps. Tu sais, la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est son corps, sa tête, etc. Il y a le physique. Et c'est bien qu'on veuille casser ces codes-là, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup les gens à faire de la musculation, etc. Parce qu'au plus ils vont avoir un corps soigné, en bonne santé, etc. Et au plus ils auront de chances de réussir leur vie. Mais je suis assez d'accord avec ça. Enfin, moi, ma confiance en moi, je l'ai trouvée dans le sport, tu vois. Je l'ai trouvée dans la preuve que j'arrivais à m'améliorer et à que mes actions et mes efforts aient des résultats, parce que je voyais mon corps qui changeait, je voyais que j'arrivais à être meilleur dans mes exercices. Tu te sens meilleur, tu prends la confiance, tu vois, littéralement, c'est peut-être ça la définition de la confiance. Et ouais, le sport, ce qui est bien avec le sport, c'est que c'est une valeur sûre. Tu sais que si tu fais 5 pompes et que la semaine dernière t'en faisais que 3, t'as progressé, c'est sûr et certain. Tu sais que si tu fais des pompes, tu t'améliores, tu pars pas dans le vide, parce que normalement ça va dans un but qui fonctionne. Et avoir un corps musclé et costaud et tout ça, t'as l'impression que ça t'aide au niveau de la confiance avec les filles aussi, et t'as l'impression que ça sert être musclé. Je pense que c'est pour la confiance que ça... Parce que moi, j'ai l'impression que ça fonctionne grâce à la confiance, en fait, beaucoup. Ça fonctionne grâce à la confiance, mais aussi le fait d'être costaud, ça plaît. C'est comme nous, c'est pas aussi répandu que chez les hommes. Nous, quand on voit une fille avec un beau corps,
on a des étoiles dans les yeux, tu vois. Ouais. Chez les filles, c'est pas exactement, c'est pas aussi intense, j'imagine, mais ça joue. Ça joue totalement, c'est sûr et certain, tu vois. Et comme tu disais, le fait de faire de la musculation, c'est l'expansion du corps. Tu vois, comme c'est l'expansion du corps. Bah tiens. Et on vient sur ce podcast pour l'expansion de l'esprit. Et ben voilà. Incroyable. Ouais. Tu disais justement que bah toi tu recommandes aux gens, évidemment, hein, on s'en doute, de faire de la musculation parce que ça peut que les aider dans leur vie. Je pense qu'on te pose souvent la question, on me la pose aussi souvent, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui écoutent ce podcast. Quand j'ai des retours, j'ai pas mal de questions. Qu'est-ce que tu penses de la musculation pour les jeunes, pour les adolescents? Alors, déjà avant de commencer, j'aimerais féliciter les adolescents qui écoutent les podcasts d'avoir atteint un tel niveau de maturité. Je suis d'accord, moi je suis très impressionné, effectivement. Parce que à leur âge, entre mes 14 et mes 17 ans, même jusqu'à mes 24 ans, tu me parles de podcast. Moi, je veux du sensationnel, tu vois. Je veux que ça pète dans tous les sens. Je me suis mis à écouter des podcasts il y a pas plus tard que 2 ans en arrière, en fait. Donc, pour répondre à la question, d'ailleurs, ça va intéresser aussi les parents parce que c'est très important qu'ils soient mis au courant de ça. Moi, je vais à l'encontre de ceux qui disent que la musculation arrête la croissance pendant l'adolescence parce que justement, le fait de faire de la musculation, ça va te permettre de maintenir une hygiène de vie tout autour de la musculation et qui va optimiser ta croissance au contraire. C'est-à-dire que quand on fait de la musculation, si on veut du résultat, on le sait, on le répète, je sais pas combien de fois par jour, on a besoin de bien s'alimenter et de bien dormir. Et qu'est-ce qui fait qu'on va produire l'hormone de croissance qui nous permet de bien se développer à l'adolescence? C'est nos 10 heures de sommeil, tu vois, je dis 10 pour être sûr. Parce que là, c'est bon, la Fortnite toute la nuit, là, mes petits cousins, j'en ai marre de... Après, ils se lèvent, ils mangent même pas, là. Et du coup, l'alimentation aussi qui va nous aider à produire les hormones dont on a besoin pour que nos os grandissent et que nos muscles se développent de manière optimale. Sachant que la musculation, ça reste quand même le sport le plus doux, à mon goût, par rapport au football qui est très populaire en France et où tu as des contacts avec d'autres joueurs, du contact avec le sol, où tu as des impacts sur les genoux. Combien on compte de footballeurs qui se sont fait le ligament croisé, combien on compte de gars en musculation qui se sont fait mal, qui se sont déchirés un muscle. Moi, c'est plus rare que les mecs qui se sont fait le ligament croisé, quoi. C'est marrant que tu le vois effectivement de cette façon différente de ce qu'on aurait envie de dire. C'est qu'au lieu de juste purement juger la musculation avec des œillères et sans regarder le reste, en fait, tu regardes la musculation intégrée dans le style de vie de quelqu'un va favoriser tellement de choses autour de ça que en fait c'est extrêmement positif si ça favorise, tu vois, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, plutôt que juste c'est vrai que forcément si tu fais Je vais te prendre mon exemple personnel parce que je trouve que c'est bien d'apporter nos expériences. De toute façon, on apporte tous notre recette et après, c'est aux gens qui nous écoutent de voir si ça leur convient ou non en réalité. De tester pour eux. De tester. Voilà, on teste pour vous. Nous, ça nous a fait ça. Maintenant, à vous de voir si ça vous convient. Et personnellement, moi, je suis dans une famille assez fêtarde, tu vois. J'irai pas jusqu'au point de dire que ils boivent énormément, tu vois. Ils boivent à des occasions, mariage, etc. Très travailleurs aussi. Je pense qu'il y a une génétique du travail aussi. On en parlera un peu plus tard. Et en fait, le processus, tu vois, dans ma famille, c'est qu'il y a une période où à 18 ans, on sort en boîte de nuit, on fait un peu la fête, etc. Et moi, en fait, j'ai pratiquement pas connu cette période parce qu'au même moment, je faisais de la musculation et pour pas être amené à boire de l'alcool ou à mal dormir la nuit, je sortais même pas avec mes collègues qui, eux, allaient sortir faire la fête, on se régalait, etc. Et du coup, moi, pour la musculation, justement, j'évitais ce genre de soirée et donc je restais dormir chez moi, tout simplement. Et ceux qui te disent que ça pénalise ta vie sociale, etc. Parce qu'il y a aussi l'extrême de l'hygiène de vie de la musculation. Moi, je suis un petit peu tombé dedans. Je suis tombé dans les 6 Tupperware par jour, les 6 repas par jour. Je sortais plus, je voulais pas boire. C'était à l'époque où j'étais full obsédé par la musculation. Ça a pas duré trop longtemps. J'ai pas l'impression que ça m'ait pénalisé ma vie sociale et tout. Mais le contre-argument facile, ce serait de te dire, mais tu vis plus, tu vois. Tu sors plus avec tes potes. En fait, tu te fais plus plaisir.
Je te rejoins, c'est valable si tu as beaucoup d'amis, j'ai l'impression. Alors que si tu as que quelques amis proches, t'as pas besoin de sortir avec eux tous les soirs, etc., de ne manquer aucune soirée pour conserver cette amitié. Tu peux les voir 1 heure, une demi-heure dans l'après-midi, et c'est largement suffisant parce que tu as cette connexion avec eux qui, tu vois, des fois tu as un message, il s'est passé ça, nanana. Oh putain, qu'est-ce que tu racontes, nanana, tu vois. Il y a toujours cet entretien, et la vie sociale, elle reste quand même... Les vrais amis, en fait. Les vrais amis sont... Et moi, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, moi, les seuls amis que j'ai aujourd'hui, c'est mes vrais amis depuis longtemps et tous les potes, tu vois. Parce qu'un pote, pour moi, c'est pas un ami, c'est une connaissance. Et cela, ça demande effectivement un contact plus régulier parce que les interactions sont plus de surface et sont moins... Elles sont plus centrées sur des centres d'intérêt, en fait. Ah ouais. Tu vois, on est plus sur des centres d'intérêt. Des activités. Et je pense que c'est la longévité d'une amitié qui fait que après vous êtes soudés à un point que vous n'avez pas besoin de vous voir tout le temps pour avoir les délires qui reviennent, etc. Ouais. Et pour revenir du coup à l'adolescence et à la musculation, donc dans ma famille, les plus grands de ma famille mesurent 1m80, tu vois, et c'est mon grand frère, c'est mon cousin, etc. Et le seul qui a fait de la musculation pendant sa croissance, c'est moi, et je suis maintenant le plus grand de taille de ma famille, tu vois, avec 1m85. Donc ça fait quand même 5 cm d'écart. Je pense que pour moi, vu qu'on a tous la même génétique dans ma famille, enfin à peu près la même génétique, mais si je te raconte, tu verras qu'on a exactement le même sang, moi et mes cousins, donc c'est assez fou d'ailleurs. Le seul qui a fait de la musculation pendant la croissance, c'est moi, et c'est moi qui suis le plus grand de taille dans ma famille. Donc j'ai vite fait le lien de me dire que la musculation et tout ce que ça a englobé autour, dans ce cas-là, ça m'a permis justement de grandir carrément plus que si j'avais pas fait de musculation. Aussi parce que du coup, tu te serais pas intéressé à tout le reste et c'est ça qui fait une grosse différence et tout cet ensemble de choses qui sont très positives à mon avis. Trouver des jeunes, encore plus des jeunes qui font attention à bien dormir, c'est pas facile. J'aurais envie de dire, t'as meilleur temps d'aller chercher chez ceux qui font de la muscu plutôt que n'importe où, enfin ceux qui font de la muscu, du sport, parce que tous les sportifs qui prennent au sérieux leur sport, c'est d'autant plus populaire dans le sport parce qu'en fait, des activités très cérébrales, c'est extrêmement lié au cerveau. Le cerveau, c'est en dormant que tout fonctionne bien, la mémoire et tout ça. Donc en gros, t'es un joueur d'échecs de ouf. Je pense aussi que ton hygiène de vie est méga importante, sauf ça saute moins aux yeux des gens en fait, parce que tu vois moins la corrélation entre l'alimentation et le sommeil et ton sport cérébral. Mais au niveau du sport physique, là, ça saute sous les yeux et du coup, c'est tellement incroyable ce que ton hygiène de vie générale va faire. Enfin, j'entends bien manger, bien dormir, ça va déjà payer des dividendes de ouf, plus dans ta vie que juste faire de la musculation, que juste faire X ou Y activité, parce que ça va affecter tout le reste aussi, quoi. Aussi d'un point de vue santé, le préventif, apparemment, c'est mieux que de guérir une fois que tu es malade. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, j'ai grandi en France et j'avais toujours un peu est-ce qu'on peut dire rebut pour... Tu vois, par exemple, la médecine chinoise, ou méditer, tout ça, je disais, c'est un peu des conneries, tout ce truc. Tu vois, et au plus je grandis, au plus je prends en maturité, au plus je me dis, mais en fait, je pense que c'était mieux la prévention, mieux se baser sur une hygiène de vie constante plutôt que de tout faire bien, de tout consommer, tu vois, rapidement, de s'amuser, de faire ci, de faire ça, et de ensuite payer les pots cassés. Tu vois, je trouve que c'est mieux de vivre sur une hygiène de vie à long terme que... Ouais, mais on est, en tant qu'être humain déjà, on est très axé sur la gratification instantanée, etc. Et notre société est beaucoup basée sur la réaction aussi. Enfin, ouais, tu vois, ne serait-ce que... j'ai envie de dire, quelque part, on est plus axé sur comment guérir X ou Y maladie, et limite, on met plus de ressources peut-être là-dedans, que comment prévenir l'arrivée elle-même de cette maladie, comme par exemple l'obésité, ce genre de choses qui coûtent, si vraiment tu veux parler genre financièrement, le surpoids et l'obésité, ça coûte extrêmement cher à la société, et au final, on dépense beaucoup d'argent pour traiter la finalité de cela, et peut-être qu'avec un peu plus de prévention,
d'une façon ou d'une autre, hein, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire l'école, je ne sais quoi. Ça pourrait être une solution intéressante. Et comme c'est tu l'as cool de dit, voir des gens comme toi qui réalisent rapidement. Le sucre, ça me fait partir en vrille, hein, vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'ai un état que j'appelle l'état de mangette. Ouais. Quand j'abuse de produits sucrés, de produits gras que j'ai pas l'habitude de consommer, je me retrouve dans un état d'ivresse, un peu comme si j'avais consommé de l'herbe ou autre chose. Tu vois, mais vraiment, je me retrouve dans un état où tu vas voir que mes idées elles sont pas claires, où je suis lent, où j'ai les yeux qui. Donc c'est même pas t'es hyper actif parce que t'es plein d'énergie avec le sucre. Non, c'est vraiment l'inverse. C'est comme si j'étais défoncé quoi. Défoncé. Et du coup, j'arrive pas à le cacher. Tu vois, quand je suis en mangette, comme je le dis, les gens le remarquent, ils me disent mais qu'est-ce que tu as tu t'es envoyé un bédo ou quoi? Et en fait, non, c'est le fait de manger des trucs trop gras, trop sucrés en grosse quantité, tu vois, enchaîné, ça me met dans un état d'ivresse. C'est marrant. Et du coup, t'es d'autant plus conscient de ça et tu fais d'autant plus attention à... d'un côté, moi, c'est cool, tu vois, j'arrive à me rendre ivre juste avec de la nourriture. Donc, ça peut être pratique, si t'arrives à contrôler ça, parce que ça peut être... Le problème, effectivement, c'est que quand je mange des produits industriels, genre, je vais te dire là, je vais manger un Kinder. Si je mange le Kinder, je sais qu'après, je vais penser que à ça. Je veux manger encore du chocolat. Tu vois, dans ma tête, c'est hypnotique. Ouais. Et si je me retrouve dans une salle à manger, en train de manger, ça se peut que pendant 1 heure, 2 heures, je mange tout ce qui me vient à l'esprit. Tu vois, tiens, je mangerais bien du chocolat. Bam, je mange. Une galette, un gâteau, Et ça le fait de plus en plus quand je suis sec, vraiment très sec. Ouais, d'accord. Ouais. Et parce que je suis sûr que ce que tu dis, il y a plein d'autres personnes qui écoutent et qui se disent ah ouais, moi c'est la même chose. Il y a ces choses, quand je commence, j'ai juste envie d'en manger plus, j'arrive pas à m'arrêter. Comment est-ce que toi t'arrives à te contrôler vis-à-vis de ça, à t'empêcher de tomber dans cette spirale où tu manges, et où, lorsque tu es dedans, comment tu fais pour t'en sortir? Alors, ça fonctionne pour très peu de gens. Mais ce que je fais, c'est que je me donne une date butoir. Par exemple, 2 mois pour sécher, pour perdre 5 kilos. Tu vois, admettons. Et puis après, je calcule mes calories et je pèse tout. Et je suis vraiment capable du jour au lendemain d'être droit. Ouais. Mais vraiment, genre, faire 1 mois où j'ai pas eu le goût du sucre dans la bouche, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est d'ailleurs une expérience de fou parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de manger du sucre et franchement j'ai eu des résultats vraiment pas mal, tu vois, en termes de cardio, etc. Je sais que le cardio ça te plaît pas. Moi c'est pas ce que je préfère. J'en fais que lorsque je suis dans une sèche stricte hardcore sur la fin parce que j'ai pas envie de réduire plus mes calories typiquement. Et ouais. Sinon j'aime pas ça effectivement. Et toi t'arrives à te poser un cadre comme ça? Un cadre vraiment strict. Je suis un peu dans le tout ou rien. Ouais, je comprends bien. Ouais, t'as vu dans la vidéo la dernière? J'exprimais vraiment ça, le tout ou rien. C'est soit tout, soit rien. C'est soit je suis ultra strict et je pèse tout, ou alors je déconne sur un tout petit truc et c'est fini pour moi, je vais binger toute la soirée. Tu vois, la diète flexible pour moi, ça marche pas. Ça marche quand j'ai un niveau facile à mettre. Là actuellement à 85 kilos, je peux faire de la diète flexible, ça se maintient assez bien. Mais si je descends à 80 kilos, même à 83 déjà, ça commence à me faire les effets où j'arrive plus à me contrôler. Ouais. Et donc tu préfères en fait t'imposer un cadre strict de façon à ne pas déraper pour t'empêcher de déraper en fait. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, le tout ou rien, c'est... C'est marrant parce que ce qui est bien, c'est que justement, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que toi tu sais ce qui marche pour toi. Tu vois, tu le dis, ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais ça fonctionne pour moi. Et c'est bien pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, et les gens ils nous écoutent parler, et ça veut pas dire que ça va marcher pour eux, ça veut pas dire que X ou Y va fonctionner, mais ce qui est bien, c'est que toi, manifestement, t'as trouvé ce qui fonctionne pour toi, et j'ai l'impression dans la musculation, avec mon expérience aussi, que moi j'ai dû galérer pour trouver ce qui fonctionne pour moi aussi. Je sais que quand je pèse tout et que je mesure bien, je sais que j'ai mes résultats, et je sais comment réussir à m'en sortir, sans compter mes calories aussi, histoire de profiter de ma vie et de pas être, tu vois, de zoner autour des, pareil, 84 à peu près, c'est mon poids de forme normale que je maintiens sans trop de problèmes. Je sais comment ça fonctionne pour moi. Et du coup, ce qu'on pourrait que encourager aux gens qui cherchent d'essayer. Voilà, il faut essayer. On donne nos recettes. C'est à eux de choisir les ingrédients qui leur conviennent. On en revient là, ouais.
trouver ce qui va pour soi, parce que tout le monde dit on est tous uniques, différents, spéciaux. Bah, c'est plus ou moins vrai. On a une grosse base commune, mais on est quand même tous différents et que tester ce qui fonctionne pour toi, bah, c'est ce qui va te permettre de trouver ce qui fonctionne pour toi, quoi. Ouais. Et les tests, justement, les vidéos que je fais où je teste des choses, justement, ça m'a permis d'en découvrir plus sur moi-même. Tu vois, et j'espère que ça a encouragé pas mal de gens à essayer des trucs. Après, il y a des tests où, bien sûr, je fais un petit disclaimer au début, par exemple, le test où je mange beaucoup de sel. Ouais. Tu vois, à chaque repas, je m'étais mis à peu près 5 grammes de sel, si c'est pas plus. Tu vois, j'en voyais. De toute façon, je l'ai vu sur la balance, 3 kilos en une semaine, sans avoir augmenté mes calories, tu vois, parce que c'était tout pesé. C'est de la rétention d'eau. J'ai fait une grosse rétention d'eau, les joues comme ça. Ouais. Et j'ai dit, attention, ce test-là, c'est vraiment personnel, tu vois, c'est vraiment de la merde de manger autant de sel. C'est très dangereux pour vos reins, pour votre cœur. Donc si je le fais, c'est juste par curiosité. Vraiment, j'ai fait ça par curiosité. Je voulais voir ce que ça allait faire. Bah, c'est comme les vidéos 3 jours sans dormir, tu vois. Ça, je le ferai pas. Tout le monde sait que c'est pas bon du tout. Je le ferai pas. Il y a une notion, un mélange de curiosité personnelle et aussi, bah, tu vois, faire 3 jours sans dormir quand tu fais une vidéo dessus, bah, souvent ça marche bien. Donc il y a aussi cet aspect, cet attrait de la vidéo qui va bien fonctionner. Et comment est-ce que tu fais pour mélanger tout ça? Au niveau du sommeil, toi, tu sais comment? Tu arriverais à tenir 3 nuits sans dormir? J'aurais envie de dire, la seule façon pour que je tienne 3 jours sans dormir, c'est si je fais une vidéo dessus et que je me suis dit, cette vidéo, tu vas la faire et tu vas aller jusqu'au bout, tu vois. Pour moi, sinon, j'ai aucun intérêt. Quel est l'intérêt? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, la curiosité de faire des expériences sur soi-même, je comprends. Mais moi, j'ai fait pas mal d'expériences sur ma chaîne YouTube, typiquement, mais c'était toujours des choses qui m'intéressaient réellement d'implémenter dans ma vie. J'ai fait 30 jours végétaliens, parce que j'étais intéressé par l'alimentation végétale et j'en ai gardé quelque chose après. Les douches froides, les machins, 30 jours sans réseaux sociaux, ça m'intéressait vraiment de voir comment est-ce que je pourrais me détacher de ça. Et c'est pour ça que faire des expériences entre guillemets malsaines, par exemple 3 jours sans dormir, ben tu vois, je le ferai pas pour mon plaisir, je le ferai pour les vues, je le ferai pour YouTube, je le ferai pour mon métier, pour mon travail, si je devais me justifier. Et y a pas de souci, parce que c'est une raison totalement valable pour, à mon avis, de le faire, justement. Mais je suis moins attiré d'emblée par ça, tu vois. C'est pour ça que si tu me dis, est-ce que tu penses que tu pourrais faire 3 jours sans dormir? Si je me filme, ouais, je pense. Ouais. Sinon, je sais pas si j'aurais le... Tu tiendrais? Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai pas essayé. J'ai jamais fait plus que, je sais pas, peut-être, j'ai déjà fait des nuits blanches complètes. Genre 36 heures, 40 heures sans dormir, j'ai dû faire, mais jamais plus, hein, c'est sûr. Et encore, j'ai dû faire ça 4 fois dans ma vie, quoi. Des vraies nuits blanches. C'est fou, ça. J'en ai pas fait beaucoup. Je suis incapable de faire ça. Ouais, incapable. Si je m'allonge, là, je peux dormir devant toi. Ouais. T'as jamais de problème pour t'endormir? Aucun problème. Ben, justement, j'écoute des hypnoses, en plus, hypnothérapie. T'écoutes des hypnoses sur YouTube et ça t'endort. Ça m'endort, mais j'ai même pas besoin de ça, en fait. Et mes techniques de respiration suffisent aussi. Tu sais, les méthodes en carré, je respire 4 secondes, je bloque, j'expire 4 secondes. Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, tu trouves? Après, c'est vrai que c'est pas de la narcolepsie non plus, mais je me souviens quand j'allais donner des cours de fitness, j'étais tellement fatigué que ça m'arrivait de fermer les yeux au volant, tu vois, et de me secouer pour me dire ne t'endors pas. Ah ouais, tu vois, des fois il faisait froid, j'ouvrais la fenêtre pour avoir froid et pour pas m'endormir au volant tellement. Purée, ah ouais, alors là tu devais être assez bien fatigué. Ouais, en endorphine, j'étais chargé là. Ouais, putain. Chargé d'endorphine. Putain, ouais, c'est taré. Mais là, du coup, ce matin on a tourné ce micro-trottoir avec toi, avec ton caméraman, et tu m'as parlé d'un gros projet sur lequel vous êtes actuellement. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, non, j'en parle sans problème. Par rapport à tes projets d'avenir, parce que là, du coup, t'es posé, on a fait ton parcours un peu jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir? T'as des gros projets, du coup, avec du coup, c'est avec le caméraman, on a prévu de sortir un film sur mon expansion sur YouTube. Du coup, qui a commencé à me filmer alors que j'avais 10 000 abonnés. Ouais. Bon, ça peut sembler peu, mais c'est quand même 10 000 personnes, tu vois. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 215 000 abonnés, soit plus de 200 000 abonnés plus tard. Comment ma vie a évolué. Plusieurs années, du coup. Sur plusieurs années. Et comment je vois YouTube à l'heure actuelle et comment je le voyais avant. Enfin bref, on va avoir une progression de ma vie de YouTubeur. Et bien sûr,
en plus de ça, dans le film, ils vont avoir droit à quelque chose de plus intime, donc ma relation avec mes proches, etc. Nos traditions entre guillemets, parce qu'on vient d'une famille pieds noirs, tu sais, de Tunis, qui sont arrivés en France à Marseille et qui étaient chez eux nulle part à la base et qui ont dû travailler. Comme je t'ai dit, on est une famille de gros travailleurs pour justement se sortir de la merde et devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y aura beaucoup plus cet aspect familial, etc. C'est pas du tout un format YouTube, on est d'accord, c'est vraiment C'est un plus film documentaire, un petit peu, voilà. Biographie un petit peu aussi, j'imagine. En fait, c'est lui, il me fait ma biographie, donc je suis au courant de rien de ce qu'il est en train de faire. Il me dit, tiens, tu voudrais pas t'entraîner là? Et puis je vais m'entraîner, il me filme et je sais pas du tout ce que ça va donner, tu vois. D'accord, t'as pas encore vu J'ai aucune maîtrise sur ce film, aucune. D'accord. Donc c'est vraiment l'extérieur. Ça va sortir ensuite au grand public? 2021, ça va sortir. Je sais pas quel mois, mais je sais qu'il a prévu de le proposer à des chaînes de télévision, de le proposer à des festivals. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça, c'est les pros du cinéma. Genre, nous, on est YouTube, eux, c'est le cinéma. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est lui qui est venu vers toi avec ce projet? C'est parce que tu m'as dit que c'était un pote d'enfance à toi. C'est un pote du lycée. C'est lui qui m'a proposé l'idée. D'accord. Et moi, je lui dis, vas-y, let's go. Let's go. Et là, en fait, comme il est dans une boîte de production cinématographique, ils lui ont validé le projet, etc. Donc, ça arrange tout le monde. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, ça fait un moment que vous faites ça. Donc, t'as pu goûter un petit peu à cet univers différent de YouTube qui est, on fait un long métrage, on fait un film, c'est pas le même format, etc. C'est épuisant. C'est épuisant? C'est épuisant. Parce qu'en fait, si tu veux, il te filme énormément. Et tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu sais, moi à la base je voulais être acteur. Ah, c'est vrai? Je voulais être acteur quand j'étais petit, c'était mon rêve d'enfant, on se filmait avec la caméra. J'ai des rushs de moi à 3 ans qui fait avec le pistolet comme ça, qui tire sur mon cousin, qui tombe, le sang c'est le ketchup. Tu vois, j'ai encore les rushs, je pense qu'il va les utiliser pour le film d'ailleurs. Et vraiment depuis petit, moi c'était être acteur. Et en grandissant et en faisant YouTube, ça n'existait pas à l'époque, ben, je me suis rendu compte que YouTube, c'est beaucoup plus amusant que d'être acteur. Tu vois, parce qu'être acteur, on t'impose un personnage, on t'impose un discours, enfin un scénario, etc. Et alors que sur YouTube, si tu veux jouer la comédie, tu joues la comédie. Si tu veux parler sérieusement à la caméra, à tes spectateurs, tu parles à la caméra, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et ton art peut s'exprimer à 100%, alors que quand tu es acteur, tu as que tes talents de comédien qui sont mis en jeu. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu es là pour valoriser aussi le travail scénaristique, notamment de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'occupe du scénario a besoin des acteurs pour faire vivre son texte, mais en tant que comédien, par définition, tu es interprète et pas vraiment compositeur, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que sur YouTube, on a t'as toutes les casquettes en même temps. Donc d'avoir cet aspect un petit peu, de toucher un petit peu cet aspect de film et tout, ça t'a pas fait renaître tes envies d'enfance de comédien? Non, ça donne pas en fait, justement, ça m'a fait réaliser que je faisais le métier qui me permet le plus d'être épanoui. C'est beau, tu vois. Quand j'arrive à avoir le recul de me voir et de me dire, putain, là, j'ai vraiment réussi pour moi, tu vois. J'arrive à vivre de quelque chose qui me passionne, que le matin, je pose le pied à terre, là. Je sors de mon lit, je suis content. Tu vois, d'aller commencer à faire mes montages, etc. Putain, ouais, c'est trop stylé. Moi, je connais la sensation où, moi, des fois, j'arrive pas à dormir parce que je suis excité de me réveiller pour vite aller travailler, tu vois. Incroyable. Et il faut trouver le juste milieu. Après, évidemment, il faut un tout petit peu d'équilibre dans toutes les vies, on est d'accord. Mais ouais, c'est beau, c'est ce que tu me disais tout à l'heure aussi. Du coup, on s'est rencontrés aujourd'hui en vrai, on a passé un petit peu de temps ensemble et c'est vrai que ça se ressent que tu kiffes, quoi. T'es juste en train de kiffer ta vie et pour revenir à ce qu'on disait aussi, on a la peur de paraître prétentieux en disant ça, tu sais, en disant oui, j'aime ma vie, nanana. Mais c'est dommage, justement, on a besoin d'inspirer ceux qui sont dans des situations inconfortables aussi. Moi, je me mets à la place de ceux qui regardent et qui cherchent une source d'inspiration. On leur montre que c'est possible et que eux aussi ils peuvent réaliser le rêve qu'ils ont en eux et qu'ils veulent réaliser. C'est possible, tu vois. Moi, j'entendais les profs me dire, faites un métier qui vous plaît, ainsi vous n'aurez pas l'impression de travailler de toute votre vie parce que vous aimez votre métier.
Et je les croyais pas. Parce que pour moi, un travail, c'est un travail. Tu peux pas t'amuser au travail. Et en plus, ça dépend qui te le dit. Est-ce que ton prof... Parce qu'on peut te le dire ça, un prof peut adorer son métier et te le dire, un prof peut détester son métier et te le dire, et tu vas pas recevoir le message de la même façon. C'est ça. C'est pour ça que quand toi tu le dis et que tu y crois, c'est plus impactant à mon avis que ce que tu lis dans un livre. Les citations Instagram, trouver le job qui vous passionne et vous aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Tu peux vite tomber dans le cliché, tu vois. Autant tu vois, la limite entre l'inspiration et le cliché, parfois ça peut dépendre de la source, de l'intonation, de qui te dit ça. Et tu disais, ouais, en plus, ça peut paraître un peu prétentieux et tout ça. Je trouve ça dommage, en vrai, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, je partage ce sentiment. J'aime pas trop parler avec certains de mes proches, parfois, j'aime pas trop mettre en avant le fait que moi, je suis heureux dans ma vie. Je me sens mal de dire ça, en fait, parce que j'ai peur que ça soit mal interprété, tu vois. Et c'est bête, quand même, d'être heureux dans sa vie et de pas oser, l'exprimer, tu vois. Ça devrait être interdit de se priver de cette sensation. Je sais pas d'où ça vient, mais... J'avais un podcast où j'ai dit maintenant je suis célèbre. Je le dis, je suis célèbre. Tu vois, pour moi, je considère qu'à partir du moment où tu sors dans la rue et qu'on te demande des photos, c'est que t'es célèbre. Tu sais, c'est pour moi un indice de célébrité. Et t'en as un commentaire, il a dit MDR, mais t'es pas célèbre du tout. Regarde, une vraie personne célèbre, c'est des... il a cité des noms comme The Rock ou un truc comme ça. Et je lui ai répondu tout simplement, moi, ça me fait plaisir de penser que je suis célèbre. Avec, tu vois, donc, laissez-moi ce luxe de le penser, tu vois, avec un grand sourire, parce que ça me fait délirer. Tu vois, ça fait réagir sur ça, alors que je pense qu'il y avait des trucs beaucoup plus intéressants sur lesquels réagir dans ce podcast. Mais bon, c'est toujours marrant. Tu vois. Ouais, personne peut t'enlever, si t'arrives à comprendre ça, personne peut t'enlever, tu vois, ta fierté bien sûr, d'avoir réussi à faire ce qui te plaît et d'être heureux, tu vois. Si t'es réellement heureux dans ta vie, j'aime penser, tu vas sûrement pas aller chercher la petite bête en commentaire sur YouTube de qu'est-ce que t'as pas aimé dans la vidéo ou d'aller tacler les gens gratuitement dans les commentaires. Pour moi, ces gens, il y a quand même peu de chances qu'ils soient pleinement épanouis dans leur vie, tu vois. Donc, comme tu viens de le dire, il faut réussir à faire la part des choses. Il y a des personnes qui vont nous dire des choses pour notre bien, mais ils vont peut-être se tromper, comme les proches. Il y a des personnes qui sont pas du tout légitimes à dire ce qu'on doit faire, comme quelqu'un qui vient faire du hate. C'est très rarement légitime pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire en réalité, tu vois. Donc c'est vrai que nous, on est suivis par des personnes plutôt bienveillantes, tu vois, dans nos communautés. On a appelé des personnes bienveillantes. Je trouve. Et du coup, c'est à eux qu'il faut leur dire... Ne doutez pas de votre potentiel et allez-y, faites quelque chose. Et c'est en multipliant les actions qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre ce dont pourquoi vous êtes fait. Peut-être vous allez pas réussir dans les mêmes domaines que nous, la musculation, le développement personnel. Très certainement pas. Mais c'est en multipliant les actions qu'ils vont découvrir leur voie. Bah ouais, c'est pareil. On en revient à Eric, comment je fais pour trouver ma passion? Ce sera sûrement pas la même que moi, mais peut-être que d'écouter des gens passionnés, ça va te donner l'envie de tester encore des choses et de trouver la tienne, quoi. Ouais. Mec, c'est une très belle conversation. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'était fluide, c'était fluide. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi. C'est très 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 cool. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast, d'avoir partagé ta sagesse avec nous. À ta communauté de m'avoir accueilli sur Expansion par Eric Flag. Je pense que ouais, c'est sûrement très bien. J'ai trouvé ça très bien en tout cas. Tu vois, moi ce podcast, je le fais beaucoup pour moi aussi. J'aime bien avoir des discussions intéressantes avec des gens intéressants. J'espère évidemment que les gens qui écoutent sont contents aussi, tu vois. Mais en tout cas, moi, je me suis bien plu, tu vois. Donc même si quelqu'un en commentaire, il va dire « Ouais, on s'en bat les couilles, au final, c'était pas intéressant ce que vous avez dit. » Et comme toi, le mec qui commente en commentaire « Oh, t'es pas célèbre ou quoi ?» Je dis « Ouais, moi j'ai passé une heure sympa. Du coup, ça me va. Si ça te plaît pas, c'est la même chose, tu vois. » Donc, merci. Écoute, si tu veux renvoyer les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, tu les renvoies où? Sur YouTube? Sur ton site? Je pense que c'est sur YouTube. Mon site, c'est pour vendre mes programmes pour ceux qui font de la salle de musculation. Mais je pense qu'il faut d'abord passer par YouTube pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, je pense que je le dirigerai plus vers YouTube. Solid Mike Coaching sur YouTube. Mais c'est vrai, t'as raison, il faudrait que je développe mon site de façon à ce qu'on comprenne qui je suis sur mon site aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, YouTube, c'est en fait la plateforme qui dirige vers mon site. Mon site, en fait, il est inexistant si YouTube n'existe pas. C'est beaucoup comme ça que ça passe, parce que t'as commencé sur YouTube et moi, c'est un peu
c'est un peu pareil hein, dans le fond. T'essaies de relier les choses, mais mec, grand plaisir. Merci encore. Merci, hein. Si jamais tu as besoin d'une intervention podcast, moi c'est toujours un plaisir. En tout cas, quand je repasse dans le sud, de temps en temps je passe, ça sera avec grand plaisir, de toute façon, que ce soit pour chiller, ou pour enregistrer, ou pour créer. C'est cool comme de chiller. C'est cool de chiller aussi, hein. Ouais, Surtout cool. dans un endroit, la plage et tout là. On a des beaux palmiers, les gars. Voilà. Fermez les yeux, imaginez-vous. Une belle mer bleue, de jolies femmes qui marchent. Je vous jure, c'est vrai, en plus, il y a des femmes en plus qui marchent là-bas. Bon, on les voit pas bien parce qu'elles sont très très loin, mais en tout cas, c'est magnifique, il y a des palmiers. Allez, ciao. Tchuss. Merci encore à ce cher Mikey pour tout ça. Voilà, franchement, ça m'a donné du baume au cœur à enregistrer et même à réécouter ensuite derrière. Donc voilà, tous les liens sont en description pour aller regarder et consulter ce que fait ce cher Michael sur sa chaîne YouTube notamment. Nos vidéos vont sortir sur nos 2 chaînes YouTube, des vidéos ensemble quelques jours après cet épisode et qui sont donc déjà sorties éventuellement suivant quand est-ce que tu l'écoutes. Je te recommande d'aller regarder ça, c'est assez sportif et divertissant. Hein. C'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes vidéos et c'est ce qui rend le truc sympathique. Voilà, si cet épisode t'a plu, eh bien tu peux toujours le partager à ton frère, ta grand-mère ou tes potes sur Instagram en story, tu vois, tout ça c'est possible, peut-être que ça les intéressera, je ne sais pas. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, d'écouter le podcast, j'espère que ça t'apporte quelque chose et voilà, moi j'aime bien discuter avec d'autres personnes, j'avoue que c'est effectivement très enrichissant pour moi, en tout cas j'espère que ça l'est pour toi qui écoutes. Voilà, on se retrouve jeudi prochain si tout va bien pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.